football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone. Vous voyez, semaine Ligue des Champions, on a sorti le fond Ligue des Champions et on a aussi un plateau Ligue des Champions. Avant, bien sûr, de présenter toutes les personnes autour de la table, merci aux 279 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est toujours très agréable de noter des petites informations comme celle-ci. Continuez de nous suivre, bien sûr, sur YouTube. Activez la cloche pour, bien sûr, recevoir chaque notification à chaque fois qu'une vidéo sort. Et puis, bien sûr, continuez de nous suivre sur chacun, j'ai toujours ce doute-là, est-ce qu'on dit chacun des réseaux sociaux ou chacun des réseaux sociaux ? Chacun des réseaux sociaux, plutôt. Tu dis ce que tu veux, on a le droit de... Sur le digital, voilà. Grosse émission, car semaine Ligue des Champions, et puis émission particulière, car c'est la première de notre nouveau consultant, Jérémy Ménez est avec nous. Et il a fait les contours. Important. On va être propre toujours. Bon, merci Jérémy, pas trop stressé pour ta première. Non, tu connais déjà à peu près l'équipe. Détendu. Ça se voit. Plaisir d'être avec vous. Mais plaisir partagé. Messieurs, comment ça va ? Bobo, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ouais, Bobo, il était en grève, faut le dire. Tu dis ça pour le bandana, c'est bon. Ah, mais non, j'ai les bandanas noirs. Je suis en grève comme ça. Ravi d'être de retour. Non, j'étais pas en grève, j'étais en retard la semaine dernière, donc je ne suis pas venu. Victime de la grève SNCF. Ouais, surtout, mais je ne vais pas en mettre sur le dos des cheminots, les pauvres. Tu as raison. Mais par contre, tu pourrais t'inspirer de la coupe de Jérémy. Quoi, non, mais vous êtes tous sur mes... Ça va. Ça va, il est mignon. En fait, c'est juste pour le piquer, parce qu'on sait que c'est son point faible, tu vois. Je suis dans un entre-deux-coupes. Voilà, là, je les ai fait suffisamment courts. J'avais les cheveux très... Je vais raconter ma life. J'avais les cheveux très longs avant. J'ai voulu tout couper cet été. Donc là, voilà, je suis en phase d'apprentissage, quoi. C'est quoi le projet capillaire, là ? J'aimerais bien les avoir de nouveau jusqu'ici, quoi, vraiment. Donc, du coup, t'aurais pas dû enlever, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Bref, Jo, ça va ? Sors-nous un peu de cette panaille. On est tranquille, tout va bien, regarde. Ouais. Lui, il a fait les contours aussi. Ouais. Il a même fait une story pour former. Le GOAT. Rapidement, avant d'entrer dans cette émission, bien sûr, on va parler de la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. On va parler aussi de la situation de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Rapidement, un mot pour décrire un petit peu, ou un mot sur ce que vous avez ressenti après la défaite du Paris Saint-Germain. Rapidement, un petit mot. Jo ? Encourageant. Ok. Bobo ? Laisse-moi une seconde de plus pour réfléchir. Jérémy, un mot. Déception. Je vais dire décevant, mais je voulais être un peu plus positif. Mais bof, en fait, décevant, déception, j'aime bien ce mot-là aussi. Ok, mais je vais retenir mon bof. voisin. Ok, let's go. Allez, on ouvre l'émission. Retour donc sur la rencontre que l'on attendait tous, la rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, la défaite des hommes de Luis Enrique pour cette 5e journée de Ligue des Champions. Vous le voyez, on a mis un petit titre surprenante, défaite du Paris Saint-Germain, une défaite surprenante. Justement, qu'est-ce qui vous a surpris, messieurs, dans cette défaite ? C'est moi qui ai voulu dire ça, parce que ils ont perdu, mais je les ai trouvés surprenants un petit peu dans l'approche tactique et puis surtout dans la prestation un petit peu des joueurs, où c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Je les ai peut-être trouvés pas à leur meilleur niveau, mais en tout cas, c'est là où ils m'ont moins déçu dans cette rencontre du Bayern Munich. Vous, qu'est-ce qui vous a surpris un petit peu dans cette rencontre ? Qui veut se lancer, Jérémy ? Est-ce que tu as été surpris un petit peu par l'approche tactique, par la formation, les choix de Luis Enrique ? Surpris, oui et non, parce qu'avec Luis Enrique, on a quand même l'habitude de s'attendre souvent à des changements. Et donc surpris, oui et non. Après, ce que je m'attendais sur ce match-là, c'est quand même sur un match qui était, on va pas dire décisif, mais presque décisif, qui était super important pour le PSG. Je m'attendais à... Même si en première mi-temps, on a vu qu'ils ont essayé de récupérer la balle haute 2-3 fois, ça a marché, ça a bien marché. Ils ont réussi à récupérer la balle 2-3 fois. Mais sur l'ensemble du match, je trouve que je m'attendais à un état d'esprit un peu plus... Accrocheur. Emballer le match, vraiment prendre du plaisir, parce qu'ils ont joué comme au stade du Bayern de Munich, qui est un beau stade. Donc je m'attendais à plus une attitude de revanchard par rapport au match précédent, où ils avaient également bien joué, mais ils avaient raté beaucoup d'occasions. Tu penses qu'ils n'ont pas pris de plaisir sur cette rencontre, honnêtement ? Franchement, moi j'ai pas ressenti ça à travers les joueurs. J'ai pas vu beaucoup de sourires, j'ai pas vu
dans l'état d'esprit des joueurs, dans le comportement des joueurs, j'ai pas senti des joueurs complètement convaincus par ce qu'ils étaient en train de faire. Ah, tu vois, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a des consultants maintenant, tu vois. Parce qu'on n'a pas du tout le même... On n'aborde pas du tout de la même façon le match, que ce soit toi, Jérém... Des matchs comme ça, il en a joué aussi, Jérém. Moi, je regarde vraiment le truc vraiment tactiquement pur, tu vois. Je me dis, bon, il met 4 milieux de terrain, un peu comme à l'époque aurait pu faire Laurent Blanc contre le Barça, pour vraiment fermer l'axe et laisser les côtés ouverts, ce qui a beaucoup servi à Leimer ou à Alphonso Davies. Un vrai choix qui a été plutôt payant, parce que ça a un peu embêté le Bayern, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, je n'ai pas vu, et je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de plaisir en jouant de cette façon-là, tu vois. Mais est-ce qu'à l'époque, ils avaient eu du plaisir en se prenant le Barça au parc? Je ne sais pas non plus, tu vois. Mais Est-ce que c'était l'objectif? l'objectif, c'était de gagner, je pense, non, quand même. Parce que tu vois, je me suis posé cette question en termes de dynamique aussi en regardant le match, où j'avais l'impression qu'ils étaient très disciplinés à faire ce qu'il fallait tactiquement, etc. Mais il y avait un côté un peu, tu jouais avec la peur, c'est-à-dire que tu compenses en disant, tactiquement, tu fais les choses bien comme il faut, mais on a eu du mal à prendre des risques sur ce match-là. il y avait un peu de dépassement de fonction, je trouve, quand même. Moi, je trouve tu vois Nuno Mendes, tu vois Warren. Warren aussi, sur quand même. l'occasion, il y a des joueurs, même mais tu vois, dans les... même Ruiz offensivement. Après, mais comme Hakimi n'a pas fait beaucoup de montées comme il fait d'habitude, même Mendes, il en a fait, mais je ne l'ai pas trouvé comme ça d'habitude. désordonné, moi, un peu. Et puis c'était pas non plus un grand Bayern de Munich, hein, qu'il y a le Bayern qu'on connaît depuis tant d'années. C'était pas un grand Bayern de Munich, donc c'est pour ça que je m'attendais vraiment à plus de la part du PSG. Est-ce que toi, tu as un petit peu compris comment il jouait? C'est très naïf et très innocent comme question, mais tu te dis en tant que joueur, ancien joueur, est-ce que tu as compris un petit peu l'approche tactique ou ce que chaque joueur devait faire? Honnêtement, au début du match, j'ai mis 3-4 minutes à voir un peu comment le PSG était situé et positionné sur le terrain. Et puis après, ils ont réussi à avoir quand même 2-3 opportunités en première mi-temps, mais j'ai pas senti que tout était naturel. J'ai senti que tout était un petit peu forcé et que les joueurs aussi n'étaient pas très à l'aise sur le terrain. Et c'est un peu mon ressenti du match. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas réussi à accrocher un meilleur résultat, quoi. Après, c'est quand même bizarre, parce que tu prends le rouge au moment où le match, tu sens qu'il peut s'inverser. Parce que le Bayern, après avoir marqué, ils se sont un peu mis sur le reculoir. Ils n'étaient pas trop en contrôle. Ils ont plus laissé la balle au PSG. Et tu te dis, et finalement, il peut se passer un truc, parce qu'il y avait eu 2 occasions en première mi-temps. Mais bon, c'est toujours la même équipe qui ne marque pas ces occasions et qui donne un but encore une fois. Donc, tu te dis, il ne faut pas avoir trop d'espoir avec cette équipe-là. Et puis, s'il y a une bonne surprise, il y a une bonne surprise. Mais franchement, le contenu du match, moi, j'ai beaucoup aimé le contenu. Mais après, Bobo, le contenu, ça ne suffit pas. Il t'a copé, Jo. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais demander un truc à Jérém sur le fait de... Tu vois, en tant qu'attaquant, il y a eu une grosse débauche d'énergie pour les deux de devant à les presser. Comment on gère, tu vois, ce côté? Est-ce qu'il y a de la frustration quand tu es là-dedans? Est-ce que, tu vois, comment tu gères J'imagine que c'est compliqué de gérer ses efforts quand on est un entraîneur comme Luis Enrique qui te demande de faire ce travail-là pour que ça bénéficie à toute l'équipe. Mais on a vu aussi qu'à certains moments du match, il y avait des manques de lucidité. Est-ce que, tu vois, j'imagine que ça joue aussi. Comment tu t'appréhendes en tant qu'attaquant quand on te dit que pendant 95 minutes, tu vas aller devoir faire le pressing comme ça, sur les phases offensives où tu auras des coups à jouer? Après, ça dépend. Je pense que ça dépend encore une fois de l'importance du match. Des fois, il y a des matchs où tu es obligé de te sacrifier parce que on sait que ça va être dur au Bayern et qu'il va falloir faire des efforts en plus, des courses en plus, et que ça fait partie d'un match. Donc tu te prépares parce que tu le sais 2-3 jours avant, donc tu te prépares. Et puis je trouve que après il y a des matchs où tu es obligé de le faire. Donc il faut le faire, il faut se forcer, et t'as pas le choix. Parce que Nuno Mendes, tu vois, il ne jouait pas devant, mais à la fin, je l'ai vu rincer, tu vois, incapable de contrôler, porter la balle, parce qu'il avait sûrement tout donné, quand tu vois la fréquence des courses, etc. C'est bien de les voir un peu le cul par terre. Mais après, tu te retrouves quasiment à jouer à 9, parce qu'à la fin, il était incapable de faire les efforts sur les 7-8 dernières minutes. Après, faut aussi peut-être se dire que sur un match comme ça, ils sont partis sur une composition où peut-être les joueurs n'avaient pas forcément l'habitude. Donc du coup, sur des replis défensifs... tu peux avoir des désaccords sans faire exprès parce que tu n'es pas habitué à jouer comme ça. Donc ça te fait faire peut-être des efforts en plus. Tu te fatigues peut-être un peu plus vite que sur un match où
où tu joues en 4-3-3 comme tu as l'habitude de jouer. Donc c'est ces petites phases-là qui peuvent justement, dans un match, te mettre en difficulté, justement. Ce qui s'est vu même... Surtout quand tu as une équipe qui est généralement à le contrôle du ballon. Et puis tu vois, le Real à Liverpool, c'était pareil. Les mecs, ils étaient cuits. Mendy sort très tôt, il y a plein de joueurs. On en parlera après de ce match-là, mais je trouve que ça se voyait aussi, tu vois, sur les longs ballons, parce que les petites erreurs de placement, parce que tu as peut-être moins l'habitude, où on a forcé le Bayern à jouer long, mais il y a quand même, finalement, ils ont quand même eu des occasions où c'est parti dans le dos, parce que peut-être des problèmes de communication, de coordination sur le repli, et que tu as, je sais plus qui c'est qui part une ou deux fois qui part tout seul, vraiment côté droit, c'était Sané, mais moi j'ai des souvenirs Sané. où Neuer il faisait des longues transversales, tu avais Coman qui partait. Ouais, ou même Lainer, il a fait pas mal de montées aussi comme ça, où il avait le couloir ouvert, mais moi tu vois, alors j'ai pris du plaisir à certains moments en me disant ok, c'est cool de voir que tactiquement on arrive à gérer un nouveau truc quand même du jour au lendemain. Alors, je sais pas si c'est possible ça dans la vraie vie que les joueurs aient la compo le jour même, parce qu'on en parlait un petit peu, et dans l'équipe ils disaient qu'ils avaient eu la compo le jour même. J'ai du mal à croire que C'est vrai que ça peut être possible, soit ça. possible, C'est-à-dire que le coach avait donné l'organisation tactique et la compo le jour du match en disant on va jouer à 4 comme ça au milieu, après, c'est possible. et qu'il l'ait pas travaillé. Ouais, c'est il possible. l'avait fait l'année dernière, on le voit dans le reportage sur le Contre la Real terrain. Sociedad. Ouais, exactement. Si, c'est possible. Bon, après, il peut le travailler, par exemple, la veille, Différemment. le matin, ou même le matin du match. En Italie, c'est quelque chose qu'on peut faire. On va dans la salle de muscu, ou on va même sur le terrain carrément, et on se fait une petite mise en place en marchant tout doucement, juste pour voir les mouvements de l'équipe adverse, mais sans se fatiguer. Donc après, je ne sais pas si Luis Enrique est friand de ce genre de choses, mais je sais qu'en Italie, ça se fait beaucoup. Parce qu'on a évoqué le but encaissé par Safonov. Est-ce que pour vous, il y a faute ou pas? Sincèrement, très On sincèrement. va pas s'engueuler encore une fois. Bon. Donc, Moi, il y a faute. voilà, Faute imaginaire. Ah, pour toi, il n'y a pas faute? Moi, je me dis qu'il aurait pu. Je m'arrête plus sur l'effet de match maintenant. Et je me dis qu'il aurait pu s'imposer. Il aurait pu s'imposer. Et si c'était vraiment imposé, il y aurait eu vraie faute ou pas faute du tout. Tu vois. Mais moi, j'ai un peu du mal à m'empêcher de penser que si ça a été dans le sens inverse, Neuer dans cette situation, face à un Warren ou face à un Vitinha, l'arbitre aurait pu siffler faute, non? Si c'est Neuer, il le jette. En fait, moi, ce que je me suis dit dans le match, ouais, il le gêne. Oui, c'est un truc un peu vicelard, mais sans avoir joué au foot à très haut niveau, tu peux faire des trucs de relou comme ça, sur les corners, etc. À quel moment le gardien, il te pousse pas, en fait, il te dégage pas. Moi, je me suis fait dégager combien de fois sur des corners en allant me coller au gardien. Donc, en vrai, je pense qu'il y a un poil de naïveté, tu vois, de faire genre, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'en réalité, Neuer, je pense qu'il l'aurait poussé avec les deux mains, il aurait dit, je peux pas le jouer le ballon. Ou alors il se serait Tu vois. jeté par terre d'ailleurs. Ouais, au choix, tu vois, mais il y aurait eu un truc. Pour moi, c'est pas un Mais vrai dans l'absolu, sujet, je suis tu d'accord vois. qu'il le gêne. Oui, il le gêne, mais pour moi, c'est moins une erreur manifeste qu'un truc un peu de naïveté, tu vois. C'est ça qui est chiant, en fait, que tu concèdes ce but-là parce que tu es naïf, pas parce qu'il y a faute ou pas faute. Normalement, la situation, elle doit pas arriver. Ok. Je jette pas la pierre, il joue J'entends. pas Mais il souvent. pose des tu vois, questions mais- pièges, il fait chier. Mais non, Merde. Il va nous dire est-ce Non, que mais pour vous, il y avait rouge ou après, pas. mine de rien, le gardien est quand même maître de sa surface. C'est ce qu'on dit tout le temps. On dit que le gardien est maître de sa surface, c'est sa maison et c'est à lui de Surtout les garder. 6 mètres, tu vois, C'est encore ça. plus. Et puis après, malheureusement, quand on fait un choix fort comme Luis Enrique a fait, Oui, voilà. et que c'est comme ça, malheureusement, après, tout le monde peut te tomber dessus. Quoi. C'est toujours Et les comme deux ça. aujourd'hui sont en manque de confiance. Et pourtant, il fait un bon match dans l'absolu. Tu vois, je Il trouve fait 6 que- arrêts au final. Ouais, Il fait des gros arrêts, je trouve qu'il a de l'envergure. Moi, je l'avais pas vraiment vu. Enfin, je l'avais vu jouer, mais je trouve qu'il n'y avait pas eu grand-chose à voir. Bah, la coupe quand même de cheveux, à voir. Ah, c'est un peu compliqué ça, mais bon, bref. Mais revient on taille pas les coupes, on a dit. Mais moi, je trouvais que, tu vois, je voulais pas trop l'incriminer. Alors ouais, sur ce truc-là, c'est con quand même tu perds le match là-dessus. Mais dans l'absolu, il fait quand même un bon match, je trouve. Paris aujourd'hui est 25e sur 36 et donc le premier non qualifié pour les barrages. Il reste 3 matchs quand même assez cruciaux. Un déplacement à Salzbourg, une réception de Manchester City qui est 17e et Stuttgart qui est 27e juste derrière le Paris Saint-Germain. Jo, Bonsoir. comment est-ce que tu sens la chose très concrètement? Est-ce que tu es inquiet pour le Paris Saint-Germain à 3 journées de la fin? Ça dépend comment tu vois les choses. Tu as une équipe du Paris Saint-Germain qui est moyenne. Il faut juste que les gens se mettent dans la tête que c'est plus le Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé, etc., Di Maria, etc., etc., etc. Donc une qualification en 16e de finale, ça se joue. Il n'y a aucun souci à être en 16e de finale. Il y a d'autres clubs en difficulté. Il n'y a pas que le PSG. Il y a le plus grand club du monde qui est dans une grande difficulté aussi. Maintenant, je te dis, tu gagnes tes 2 matchs contre Salzbourg et Stuttgart, tu es qualifié. Il y a 0 débat.
Toi, Jérém, comment tu le sens? Est-ce que, quand même, il y a une situation un petit peu alarmante côté Paris Saint-Germain ou il y a encore le temps? Alarmante, non, parce que c'est encore le début de la saison. Et puis, le format de cette Ligue des Champions est nouveau aussi pour tout le monde. Donc, il reste encore 3 matchs. Ils ont encore toutes les chances de leur côté. Maintenant, ce qui nous pousse à être un peu dubitatif, c'est que c'est vrai que depuis le début de la saison, en Ligue des Champions, même s'ils ont fait quelques bons matchs, mais ils ont eu peu de réussite dans la zone pour marquer des buts. Donc ce qu'on va dire, c'est ça qui est un peu plus inquiétant. Mais Dans les 2 zones d'ailleurs, devant et aussi derrière. Derrière aussi. C'est là, pour moi, qu'on voit une grande équipe ou pas une grande équipe, tu vois. Donc, et tu peux faire aussi, tu peux rajouter le match de City dedans. City, tu peux prendre des points contre City à domicile. Ouais, bien sûr. Tu peux faire 5 points sur les 3 derniers matchs et passer, c'est pas un souci. 9 points, à mon avis, tu passes. Mais après, le problème, c'est que ce championnat, c'est un peu embêtant parce que tu as des équipes qui joueront plus rien sur le dernier match, la dernière journée en tout cas. Donc ça peut fausser un peu le truc, mais... A priori, sur les 3 dernières journées du Paris Saint-Germain, toutes... Oui, mais pour les autres équipes, je te parle, par exemple. Ah, oui. Tu vois, il y a d'autres équipes qui peuvent prendre des points contre des équipes qui sont déjà qualifiées ou qui sont déjà sûres d'être en 16e, mais qui ne peuvent pas atteindre le top 8, par exemple. Ça peut arriver. Et que dans l'autre formule, à la limite, tu pouvais mal commencer, entre guillemets, et bien finir, et tu étais presque sûr d'être qualifié. Et là, maintenant, il vaut mieux bien commencer, Exactement. et à la limite, entre guillemets, mal finir, parce que tu as plus de chances de te qualifier comme ça. Bien sûr. Toi, Bobo, comment tu le sens? Concrètement, l'âme de supporter, est-ce que tu es inquiet ou pas? Est-ce que tu flippes? Moi, je les vois. Enfin, j'avoue que là, la dynamique, elle me pousse à penser qu'on va pas se qualifier. Après, c'est pas que j'y... Non, mais c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. C'est plus un truc de ressenti, et qu'il y a des fois, tu as des saisons où ça va pas et c'est pas grave, surtout quand on est dans un truc de reconstruction. Et si on vend vraiment ce projet comme il a été décrit, de se dire, OK, on construit un groupe, des fois, on peut passer à côté parce que le groupe, il n'est pas assez mûr, parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on voulait atteindre en termes d'évolution, etc. Ça m'embêterait un petit peu, mais je me dis que ça peut aussi faire partie d'un processus. Le foot, tu vois, il n'y a rien de catastrophique, ça reste que du foot. Peut-être faut laisser du temps au temps sur les choses. Après, je crois encore au projet, au pluriel, du PSG. Non, projet qu'on nous met. Non, mais en tout cas, celui-là, moi, j'ai envie d'y croire. Je le dis depuis le début de la saison et même en fin de saison derrière, quand on disait qu'il n'y aurait plus Mbappé. Et dit, écoutez, si c'est ça et qu'on construit une équipe de foot, moi, ça me fait kiffer. En fait, moi, j'adore le foot. J'aime bien aussi de voir des équipes qui jouent bien sur des gros collectifs, avec des prospects où il y a du potentiel quand même. On en parlait à plusieurs reprises ici. C'est pour ça que moi, je m'arrête sur le contenu. Tu vois, le contenu me plaît parce que... oui, alors effectivement, par exemple, quand tu vois la rentrée de Ramos, ça me donne envie de le revoir en neuf. Parce que tout de suite, tu vois que le bloc, il remonte de 7 mètres, 10 mètres presque. Parce que c'est un mec qui sait faire monter un bloc. C'est ce qui manquait en première mi-temps. Même après, ils ont joué à 10, donc c'était plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, il y avait devant, il y avait personne qui pouvait garder la balle, comme l'a fait Lewandowski contre nous. 3-4 fois, il a récupéré la balle, il a attendu. Et nous, je pense que c'est ce qui manque au PSG aujourd'hui. Mais donc, pour vous, ce ne serait pas dramatique en soi que le PSG ne se qualifie pas même pour les 16e? Je sais pas. Moi, je me suis pas enflammé quand Paris était en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière parce que c'était très trompeur. Et voilà, je me dis, si le PSG ne se qualifie pas en 16e, c'est comme ça. Tu vois, les faux, tu te fais sortir en 8e. Pour moi, c'est dramatique si le PSG ne se qualifie pas. Parce qu'avec tout l'argent que tu mets en transfert d'avant-saison, les objectifs que tu as depuis maintenant pas mal d'années, tu as fait des finales de Ligue des Champions, des demi-finales. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sortir de la Ligue des Champions, ça serait dramatique pour le club et pour tout le monde. Et même par rapport aux autres clubs, si le PSG aujourd'hui se qualifie pas, ça serait pour le club un glow down. Oui, ce que j'allais dire. Par rapport à l'image que le club représente aujourd'hui, etc. Ça serait pour moi, ça serait vraiment. J'ai aucun doute sur le fait. Ça serait un flop. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont se qualifier. Donc voilà. Moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Moi, je doute. J'avoue, je doute. Après, là où je rejoins Jérémy sur ça, c'est plus un problème d'attractivité que ça pose derrière, sur ton projet, de dire qui tu vas embarquer là-dedans si tu n'arrives pas avec cette équipe-là.
en disant on va vous ramener pour que ça soit mieux, mais on n'arrive même pas à se qualifier pour les 16e. Je trouve que le PSG est attractif aujourd'hui. Non, ça serait encore moins si tu ne te qualifies pas pour la... Je pense que c'est déjà pas ouf. Tu vois, genre, même sans parler des joueurs ou de... Là, j'ai vu la conférence de presse d'avant-match. Il y avait Loïc qui était, Tanzi et quelques journalistes. Il n'y avait personne dans la salle. Oui, il y avait 5 journalistes. Il disait que c'était l'une des rares fois où il y avait aussi peu de journalistes pour une conférence de presse. 5 journalistes dans une conférence de presse, veille de match, c'était à Munich, ouais, c'est ça. Oui. J'ai jamais vu ça depuis l'arrivée du Qatar, jamais. Et les supporters aussi. L'audience du match, c'est 1,2 million, je crois. C'est la plus faible audience d'un match de Ligue des Champions du PSG depuis je ne sais pas combien de temps. Alors que c'est quand même Bayern Munich, PSG. Oui, mais est-ce que c'est lié au Paris Saint-Germain ou au football en général? Ça fait quand même quelques temps qu'on dit que les gens regardent moins le quand foot. tu perds Neymar, Messi, Mbappé, tout ça d'un coup, les deux sont corrélés. Ça met un coup à l'image du club, ça met un coup à toutes les personnes, du coup, parce que ces joueurs-là sont suivis par des millions de personnes. Donc, forcément, dès que tu perds ces joueurs-là, tu perds toute cette attraction, enfin beaucoup d'attractions que tu avais les années précédentes. Pour le club et pour le football français, pour les deux, parce que c'était quand même le projecteur du football français, le Paris Saint-Germain. Donc les deux. Hein. Et est-ce que je suis le seul à avoir un peu cette impression qu'il y a un truc qui cloche cette saison au Paris Saint-Germain ou pas? Vous pouvez me dire ou non. Un truc qui cloche, je pense qu'il faut être à l'intérieur du groupe, du club pour savoir. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, est-ce qu'on peut se poser des questions sur peut-être l'ambiance de l'équipe en général ou l'ambiance qu'il y a entre eux en général? Est-ce qu'on peut se la poser? Je pense que oui. Après, on en a déjà parlé quand même. Oui, il n'y a pas de leader dans l'équipe. Enfin, il y a beaucoup moins de leaders en tout cas qu'avant. Il y a 0 personnalité forte. Je comprends et j'entends ceux qui me disent que c'est Luis Enrique qui veut ça ou c'est Luis Enrique la star. Moi, j'y crois pas à ça. J'achète pas ce genre de truc. Enfin, j'y crois pas une seconde parce que avant, quand il y avait des stars, il y avait des coachs avec de la personnalité aussi. Il y a 20 clubs en Europe où tu as un grand coach, un très bon coach avec des très grands joueurs. Je comprends pas comment l'un peut exister sans l'autre. Pour moi, le PSG n'y arrivera pas tant qu'ils n'auront pas des joueurs top niveau mondial, un entraîneur top niveau mondial, un directeur sportif top niveau mondial, un président de club top niveau mondial. Tant qu'il n'y aura pas tout ça, tu seras toujours déçu. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique, même s'il vient d'être prolongé, peut ne pas finir la saison? Oui, c'est arrivé que Laurent Blanc se fasse licencier, je crois que c'est 2 mois après avoir prolongé. C'est arrivé que... oui, bien sûr que oui. Okay. Moi, je pense pas. Je pense que après Laurent Blanc, c'est un entraîneur français, donc c'est toujours plus facile de licencier un entraîneur français qu'un entraîneur espagnol comme Luis Enrique, etc. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, à part s'il y a vraiment un drame exceptionnel, mais je pense qu'il finira la saison. Boris, toi aussi, moi, la question ne se pose pas vraiment. J'ai pas du Après, oui, leur façon de faire, c'est de virer le coach à la fin de la saison, historiquement, au club. Mais si Paris ne se qualifie pas en 16e, vraie question, est-ce qu'à la fin de l'année, Luis Enrique est conservé? Je ne sais pas. C'est pas évident. Hein. Ouais, c'est pour ça que je me pose la question. Ouais, c'est pas évident. Et rapidement, avant de clore un petit peu ce sujet Paris Saint-Germain, le rouge de Dembélé, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, on n'a pas évoqué le cas d'Ousmane Dembélé. Est-ce qu'on entend ici et là que c'est une faute professionnelle, parce que qui est faute ou pas faute, il aurait dû se retenir parce qu'il avait déjà un carton jaune? Est-ce que pour vous, oui ou non, c'est une faute professionnelle? Et Paris Saint-Germain qui se cherche un leader, eh bien Ousmane Dembélé aurait dû réagir autrement ou agir autrement. Vous pouvez me dire non, il n'y a aucun souci. Non, mais moi je vais encore devoir me prononcer sur Ousmane. C'est mon joueur préféré. Cependant, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il soit suspendu. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? C'était pas la question. Si, parce qu'au final, il se prend un deuxième jaune et le match il est fini. La question, c'est de savoir. Après, moi, mon avis sur, je pense que le deuxième jaune peut être un peu sévère. Après, mon avis sur ça, c'est que je pense, comme sur le premier jaune, l'arbitre après l'avait dans sa ligne de mire. Et sur le deuxième jaune,
On aurait pu le mettre, oui ou non, mais dès que Ousmane Dembélé a fait la faute, on a vu tout de suite l'arbitre courir vers lui et lui mettre le deuxième jaune sans réfléchir à 2-3 secondes, il l'a mis tout de suite. Donc je pense que le petit épisode du premier jaune a joué grandement sur le deuxième jaune. Le geste du deuxième jaune est quand même, quand tu le vois de loin, impressionnant. Ouais, mais après à la VAR, il le Oui, mais touche la VAR, pas tu plus peux que tu ça. peux pas, c'est un deuxième à la jaune. VAR, sur le jaune. Oui, tant que c'est Ah pas ouais, c'est vrai. La deuxième, Sur les rouges, si c'est un rouge, oui, vrai. mais c'est un deuxième jaune. Moi, ça m'a frustré. Ouais, mais après sur le Bayern de Munich, le Bayern de Munich, ils ont fait beaucoup de fautes. L'arbitre Ah, a c'est été ça. clément avec ça, eux. quand on voit que Conrad Lemmer, il Voilà, fait tu vois. Et sur Ousmane, non, je t'ai dit Ousmane Dembélé, c'est l'action du premier jaune, ça l'a influencé sur le deuxième. C'est la vraie question. Est-ce que toi, joueur du PSG à l'époque, quand vous jouiez la Coupe d'Europe, tu vois, contre des grandes équipes, tu voyais la différence de traitement entre un grand club qui arbitrait et un club, je sais pas comment dire, le PSG qui n'est pas un grand club, mais un gros comment tu outsider. le ressens Non, mais tu le ressens. Tu sais que tu vas te faire rattraper en fait. Non, mais en fait, c'est pas. Non, mais tu le ressens, tu le ressens. Je te jure que tu le ressens. Explique-nous comment tu le ressens, parce que tu vois ce que je veux Après, dire. c'est des choses qui s'expliquent compliqué à pas, mais. Tu le sais quoi, c'est un Ouais, feeling. tu le ressens. Après, c'est pas tout le temps. Des fois, il y a des arbitres, justement, Ils font l'inverse. ils font l'inverse, ou des fois, ça dépend. Ça dépend. Mais c'est vrai que généralement, les grands clubs, ils sont quand même. T'as pas un souvenir d'un Plus clément avec quand les- t'as joué contre Moi, le souvenir Real, avec les arbitres, c'est pas terrible. Je suis pas le bon exemple. Ah mais si justement parce que tu peux ressentir plus d'injustice, tu vois, pour une décision ou quelque chose, tu vois, genre non, au contraire, je trouve que ça peut être intéressant, mais Et toi, dans les crampons d'Ousmane Dembélé, c'est dur de réfléchir à ça, genre quand t'es là, t'es en train de jouer, de faire ton action, tu vas pour tacler le gars, c'est dur de se dire mince, j'ai déjà un carton, faut pas que je le fasse. Quand t'es Ouais, dans le feu du truc, ouais. c'est dur. Ah, on y pense quand même, on y pense, mais après, des fois, c'est des réflexes en fait. Ouais. C'est des réflexes. Le ballon, je pense qu'il était à Il 1 pense mètre, qu'il 2 l'a, mètres de lui, qu'il l'avait. et puis il vient de se faire Donc, dribbler par mauvais Neuer. réflexe, il pensait qu'il l'avait, au final, non, tu vois, donc ça peut arriver. Il vient de se faire dribbler par Neuer, je pense qu'il est un peu tilt sur le moment, il y va quoi, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec lui, tu vois, sur ce qui s'est passé hier soir. Je ne parle pas en général, parce que quand, tu vois, la débauche d'énergie que ça a demandé d'aller presser aussi là-dessus, et que c'était aussi la mécanique, on leur demandait d'être très agressif sur le porteur, etc., qu'au final, il applique... tu vois, c'est compliqué d'arrêter de jouer parce que tu as un jaune, et de dire en fait j'arrête de faire ce que le coach m'a dit parce que j'ai déjà un jaune. Et encore une fois, moi il y avait de la frustration parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un problème d'incohérence sur l'arbitrage. Tu vois, on parlait de Leimer, là, moi j'ai pété un plomb sur lui parce qu'il y a pas mal d'actions, c'est lui qui fait faute et il se jette par terre en hurlant et derrière tu prends des jaunes. Alors on peut dire il a du vice, c'est malin, etc. Que lui, il le fasse, moi, ça me dérange pas trop, mais que, tu vois, l'arbitre, alors c'était le même arbitre que contre Newcastle, et je me rappelle quand même que Guimaraes, il a mis une patate à Ugarte par derrière, qu'il n'y avait pas eu la VAR, il n'y a pas eu de carton jaune, il n'y avait rien eu. Je trouve qu'il est assez... c'est assez étrange, sa manière d'arbitrer, où il va être très intransigeant sur certaines choses et mettre des cartons dans tous les sens, et puis de l'autre côté, il en met vraiment pas. Donc moi, j'ai juste pas très bien compris. S'il avait fait ça des deux côtés, ça me dérange mais pas après, trop, le tu vois. problème, c'est quand même, faut dire la vérité, c'est que autour de Dembélé, t'as quoi? T'as Barcola qui a 22 ans, t'as Zaire Emery qui a 20 ans, ou je sais même pas, 19, João Neves. João Neves qui a 19-20 ans. Enfin, il est quand même, c'est quand même censé être un cadre qui montre l'exemple pour la moitié haute de l'équipe, tu vois. Tu vois, un mec Ouais, comme... mais- Oui, mais c'est important. Mais pour moi, il a un statut important. Mais quand pour même, moi, tu vois. l'exemple, il vient aussi de l'intensité que tu viens mettre, de défendre, de tes bah courses. oui, bon, voilà. Et tu peux faire. Non, mais tu peux la faire ton erreur. Et ça sert à rien. Moi, je trouve que ça sert à rien de lui tomber dessus sur ça parce que déjà, je pense qu'il prend le ballon et que la faute, elle est vraiment pas évidente. Alors après que tu vois le ralenti. La vitesse réelle, Ok. ouais, c'est. Ouais. Mais toujours est-il qu'en vrai, il a fait ce qu'on lui demandait, d'aller presser, d'aller mettre de l'impact direct, et que je trouve que c'est un peu dur de lui tomber dessus en disant qu'il donne pas l'exemple et que il a plombé tout le monde et qu'il a 27 ans et que je sais pas quoi, alors qu'en réalité, quand tu es sur un terrain... Jérémy Ménez, il a déjà vois. pris des rouges dans sa carrière. Mm. Est-ce que tu as un sentiment, quand tu prends un rouge, de pénaliser l'équipe? Évidemment Ouais, que si, oui. quand même. Bah oui, évidemment. Évidemment que oui. Non, mais après. Mais entre le sentiment que lui, il peut avoir et ce que nous, on dit de ce qu'il a fait, Oui. c'est deux choses différentes. D'accord. Tu vois, moi, il y a plein de fois, je fais des conneries dans la vie où je vais me mettre plus bactère et puis les gens ils me disent, ah, en fait, ça va. Non, mais moi, calme, je suis tu tout vois. à fait d'accord avec toi. Moi, je l'incrimine pas du tout parce que des fois, il y a des arbitres, c'est compliqué, il y a un rapport compliqué avec eux. Mais Ousmane, il sait très bien qu'il aura jamais Raison. raison avec eux. Tu vois, c'est vrai. juste ça. Et après, des fois, les arbitres sont chiants, ouais, mais tu sais que tu n'as jamais raison avec l'arbitre. Donc,
Et en plus, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience et tout, donc il faut qu'il... Voilà, c'est juste ça en fait. Mais après, ça arrive à tout le monde. Mais c'est plus le premier qui est gênant que le deuxième pour moi. Exactement. Tu vois, le deuxième. Bien sûr, bien sûr. Après, t'oublies. Enfin, tu vois, dans le feu de l'action, le premier, c'est toujours chiant de toute façon de prendre des jaunes sur des trucs de contestation, etc. Je l'aime trop, franchement. Tu vois, j'ai encore des extraits qui sortent là. Enfin, il est incroyable. On sait que tu as envie de partager. Il regarde des docus sur Arte. Non, mais franchement, je te dis, ça me tue qu'il n'arrive pas à faire suffisamment de passes décisives, suffisamment de buts, qu'il ne soit pas ce qu'on attend depuis 8 ans, tu vois. Et ça me fait de la peine parce que je pense que c'est un mec exceptionnel, extrêmement drôle Pour une fois et adoré par de l'artiste. par Et ça se voit pas énormément suffisamment de... Oui, ça se voit pas. Non, mais moi, vous êtes dur avec Ousmane Moi, je Dembélé trouve, quand même. Après, oui, c'est sûr que... Ça dépend de l'exigence. C'est sûr que t'as. qu'on aimerait qu'il mette plus de buts, passes décisives, parce qu'avec tout ce qu'il fait sur un terrain, avec toutes les qualités qu'il a. Mais après, pour une équipe, c'est quelqu'un qui sert beaucoup à l'équipe, hein, parce que c'est quelqu'un qui provoque beaucoup. Et au PSG, t'enlèves Ousmane Dembélé, qui c'est qui va aller faire des 1 contre 1 ? Moi, je pense que tu peux pas jouer avec Ousmane et Barcola, tu vois. Je pense que il y a pas de jeu. Il me manque un joueur de football qui garde le ballon, qui sait organiser le jeu. Je ne vais pas te dire Neymar évidemment, tu vois, mais un profil de joueur type De Bruyne, type un 10 excentré presque, tu vois. Pour moi, si tu as 2 joueurs qui prennent la profondeur sur les côtés, bah, tu vas perdre beaucoup de ballons. Et c'est ce qui se passe. Après, ça dépend les 2 milieux que tu as derrière toi. Enfin, oui, ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils font pas Ousmane Dembélé ne fait pas la différence sur... Enfin, il a fait une fois la différence sur les 14 derniers matchs de Ligue des Champions. Et c'est pas suffisant à ce niveau-là. Après, il y a un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est que en ce moment, PSG joue presque sans attaquant, on va dire. Donc, pour ceux qui sont sur les côtés, qui vont déborder et centrer, Il y a personne. généralement, t'as pas grand monde. Donc, c'est pas non plus Oui, mais tu veux pas de neuf. tout le temps de leur faute. Tu veux pas Osimhen, tu veux pas de neuf. Non, mais après, faut pas prendre un neuf. Faut prendre un neuf qui va avec l'équipe, que l'entraîneur a envie d'avoir aussi. C'est pour prendre un neuf. Tu prendrais qui comme neuf dans l'absolu ? Je te parle. Si tu peux me dire c'est Ronaldo, tu me dis Ronaldo. Franchement, moi, en début de saison, j'aurais pris Alvarez. Ok. De l'Atlético Madrid, Ouais, Julian Alvarez. ouais, moi j'aime bien. Oui, il était sur le marché. En plus, c'est un mec Mais c'est encore 95 millions. Ouais, 80, Ouais, il est sur le 80. après, à un moment donné, C'est le même montant que... Ouais, mais si tu veux c'est comme ça. C'est le marché des D'accord. attaquants. Et puis, je trouve que c'est un mec qui se bat pour l'équipe, qui dit jamais rien, qui a un état d'esprit top. Donc franchement, moi, Non, mais ça s'entend. On parlait d'Ousmane Dembélé justement et son côté un peu rentabilité. Toi, à l'époque où tu jouais, en plus je pense à ça parce que vous avez le même poste ou en tout cas le même profil plus ou moins. Si on te disait, tu as fait un bon match, Jérém, mais que tu ressortais de cette rencontre sans avoir fait 90 minutes et que tu n'avais pas marqué ou pas fait de passe décisive, est-ce que tu avais ce côté, mince, il manque quand même un truc, tu vois ? Non, moi je m'en foutais de ça, franchement. Okay. Et ça a été aussi un peu mes défauts. Hein. Parce que quand tu es attaquant ou milieu offensif, on exige de toi que tu marques des buts, que tu sois décisif. Et moi, c'est ce qui m'a manqué, entre guillemets, dans le sens où le plus important pour moi, c'est de faire un bon match, que l'équipe gagne. Même si je ne mettais pas de but ou quoi, pour moi, c'était pas très grave. Donc voilà. Non, moi, le plus important, c'était vraiment de gagner, de faire un bon match, prendre vraiment du plaisir sur un terrain. Non, mais c'est un Non, peu, mais tu vois, moi, un peu ce que alors- disait Ousmane Dembélé. Oui, et puis ça me fait écho à ce que je voulais te poser comme question tout à l'heure, c'est que toi, tu aurais pu être un grand joueur de football. Je te parle dans l'histoire du football, un mec, tu te dis, waouh, putain, lui, franchement, la carrière, le level, enfin, tu vois, la qualité technique, tu l'avais intrinsèquement de façon spectaculaire, vraiment. Ousmane Dembélé, je trouve que c'est pareil, tu vois. Il a un côté spectaculaire dans sa faculté d'élimination d'un joueur en 1 contre 1, voire en 1v2, tu vois, il est fabuleux, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas ce truc-là qui fait que tu es dans les meilleurs joueurs du monde sur le moment et sur 4 ans, 5 ans. C'est ça que j'arrive pas à... Alors, je comprends qu'il y a un côté mental, aspect faire les efforts tout le temps, se lever le matin, parce que c'est pas facile. Tout le monde croit que c'est facile, mais c'est pas forcément facile la motivation pendant 5 ans. J'arrive pas... Tu vois, j'adore Ousmane Dembélé, je t'adorais comme joueur, et il me manquait ce truc-là, quoi, tu vois. Et je sais pas, je sais pas à comment plein de gens, expliquer. pas que à toi. Hein. Non, mais ouais, c'est À vrai. plein de gens, pas que à toi. Ouais. Et pourtant, cette sensibilité-là que toi tu avais et que lui a, moi, elle me touchait et elle me touche particulièrement parce que c'est ça qu'on veut voir, tu vois. Et c'est pour ça que les gens t'adorent ou t'ont adoré parce que tu avais ce truc-là qui font que Bobo il s'est levé 50 fois quand il te regardait jouer, tu vois. Et moi, pareil. Et
Thibaut, qui t'a souhaité un très bon anniversaire la dernière fois, pareil, tu vois. Et Ousmane, je veux ça, moi. Mais tu vois, moi, je me posais la question, et c'est intéressant que tu sois là pour nous répondre, parce qu'il y a des moments où je me dis, tu vois, pour des joueurs qui sont Et il va quand même me répondre après. très instinctifs, mais ça va dans le sens de ce que tu dis. Pour des joueurs qui sont très instinctifs, ou tu vois, qui sont à créer du danger en permanence, on a l'impression que quand on est jeune, il y a une espèce d'insouciance qui te permet de tenter des trucs et que ça marche et tu vois, tu gagnes en confiance, et que plus tu avances en âge, je dis tu, mais des joueurs avec ton profil, plus tu avances en âge et plus on perd cette fougue. Et plus on est dans un stéréotype de ce qu'il faut faire, de respecter tactiquement et qu'on prend moins de risques, etc. Ousmane, c'est un peu le cas, on a perdu de la fougue. Tu vois, Hakimi, alors cette année, ça marche super, mais l'année dernière, je me disais, j'ai l'impression qu'il est plus sage, plus scolaire dans ce qu'il tentait, dans ses débordements. Est-ce que ça joue vraiment quand tu prends de l'âge? Parce que la maturité, on dit que c'est bien, mais est-ce que parfois ça te joue pas des tours aussi de dire tu perds cette insouciance d'aller provoquer, d'aller jouer les 1 contre 1 et de te faire que les gens ils se lèvent? Bah après, dans ta question, il y a 2 questions, on va dire. Parce que Hakimi, c'est d'une année à l'autre, et moi, en gros, c'est sur la durée. Ouais, voilà. Sur moi, je te dirais que c'est plus par rapport à l'âge, l'évolution, tu prends de la maturité. Quand tu es jeune, tu as 16, 17, 18, 19 ans. Tu joues pour toi, pour te faire plaisir à la tribune, pour que tout le monde se lève. Non, mais c'est vrai. Ouais. David Ginola à l'époque. Voilà. Et puis après, plus tu prends de l'âge, et puis tu connais différents entraîneurs, donc tu apprends d'autres choses, tu vois d'autres choses, et puis tu penses plus collectif, tu penses plus à l'équipe. Et puis tu gagnes en maturité et ton jeu se développe et tu apprends plus de choses. Donc forcément, ton jeu se développe et forcément, peut-être que l'insouciance que toi, tu voyais quand j'étais plus jeune, elle se voit moins. Mais au final, peut-être que je suis plus efficace ou plus utile à l'équipe. Tu vois. Et après, pour Hakimi, moi, je dirais c'est plus un feeling avec l'entraîneur. Hein. C'est une histoire de confiance, de feeling avec l'entraîneur, ce que l'entraîneur attend de toi. Et puis voilà, moi j'ai toujours marché comme ça, c'était à l'humain. Donc moi, dès que j'avais ça avec le coach, après je m'exprimais et j'étais bien, je me sentais bien. Moi, j'avais besoin d'avoir ce rapport-là avec l'entraîneur, tu vois. Donc moi, je dirais que c'est plus un rapport tu vois, d'entraîneur, de confiance, de rapport avec l'entraîneur. Et de conditions physiques, bien sûr aussi, parce que Hakimi, je pense que cette année, il est bien physiquement, ça se voit aussi. Il croit qu'il va pas me répondre. Ouais, mais c'était tellement long, je sais même plus ce que c'était. De quoi, ta c'est question. quoi? Non, c'est par rapport à, tu vois, genre, t'as Ousmane Dembélé devant toi, pas de caméra, c'est tout, enfin, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un truc une ressemblance dans beaucoup de choses et à la fois dans rien du tout. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Après, qu'est-ce que tu te dirais à toi ou que tu as envie de lui dire à lui pour que justement ce petit truc-là qui fait que ça peut devenir un top player de fou, tu vois? Comme toi, à un moment donné, à Milan, qui était stratosphérique. Après, moi, je vais pour pas te le cacher, bien sûr que j'aurais voulu être un top joueur, mais en même temps, non. Parce que franchement, j'aurais jamais voulu avoir la vie qu'ont tous ces grands joueurs et tout. Franchement, j'aurais jamais voulu l'avoir. Donc déjà, c'est très bien comme ça. Après, franchement, je sais pas. C'est peut-être travailler pour moi, déjà, c'est travailler un peu plus. À un moment donné, je faisais moins aux entraînements, la semaine pareil, je sortais un peu plus. Donc après, tes performances, ça se ressent dans tes performances. Donc il n'y a pas de secret en vrai, c'est le travail. Hein. Tu veux être bon, il faut bosser, c'est tout. Et si jamais tu as un jeune que tu vois qui a 19 ans, tu te dis, il va être stratosphérique, mais il peut avoir ce truc qui va passer à côté de certains moments qui font que... C'est parce que c'est toujours compliqué entre la vie de l'homme, tu vois, où t'as pas envie de passer à côté de moments dans ta vie importants, ou de t'amuser, ou de passer des... Et la vie d'un champion, quoi, tu vois, de se dire, voilà, je vais aller chercher tous les titres, des mecs comme Cristiano, comme Messi, parce que Messi, on oublie, mais Messi, c'est l'appétit vraiment ultime, comme un mec comme Cristiano, tu vois. Tu fais comment? Enfin, tu dis quoi au mec? Genre, ton fils, il veut devenir pro. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, va au bout de ce que tu peux faire pour être un champion? Tu lui dis... Franchement, moi... Alors, on est parti complètement ailleurs dans l'émission, mais c'est très bien, c'est très beau. Un mec de 18-19 ans, moi, je lui dirais déjà d'arrêter d'écouter tous les gens qui sont autour de lui, d'écouter le staff qui est avec lui, parce que c'est ça le plus important. Et puis après, même de faire des erreurs à 19, 20 ans, c'est pas grave, il faut faire des erreurs. De toute façon, il faut faire des erreurs. Le laisser, et puis après,
voilà, le guider petit à petit sur quelques années pour qu'il progresse. Mais après, des erreurs, on en fait tous, il faut en faire. Moi, il y a plein d'erreurs, ça m'a servi dans le foot. Et je pense que quand tu es jeune, tu en as besoin. Je comprends, parfait. Bon, Voilà. vous voyez, on a un peu digressé, mais voilà, c'est aussi ça un peu l'esprit de la zone. On Du coup, pourrait parler... on parle pas de Guardiola, du coup, c'est ça? Non, on va pas parler de Guardiola, mais on va quand même un petit peu continuer sur le Paris Saint-Germain. Enfin, je me doute un peu. Voilà, on a un petit peu changé, cassé les codes sur la zone. On a une nouvelle rubrique qui s'appelle la Minute Younes. Alors, pour être totalement transparent, on ne sait pas vraiment à chaque fois ce qu'il nous envoie comme pastille, comme petite vidéo, mais quelque chose me dit qu'il a regardé le match du Paris Saint-Germain et que sa vidéo, évidemment, va évoquer le Paris Saint-Germain. C'est la Minute Younes. Ah là 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 là, vous voulez pas vous arrêter, hein? Ah non, mais ça s'arrêtera donc jamais, ces histoires. Bon, j'espère qu'il va bien le plateau de la zone, tout le monde se porte bien. Bon, je commence ma vidéo avec le sourire, mais je suis pas content. Semaine compliquée. On n'a vraiment pas le droit au bonheur. Hein. Voilà, les années passent et les années se ressemblent. On perd soit là, on perd 1-0. 1-0 contre le Bayern, encore. Moi, je suis fatigué, j'ai plus de jus. Même Ricardo Fati, quand il jouait à Bursaspor, il prenait plus de plaisir que nous. À Bursaspor! Alors qu'on a un budget de 800 millions. Moi, je suis fatigué, moi. Putain, mais rendez-nous Di Maria, putain. À 36 ans, il a encore un niveau. Je suis fatigué, moi. Et comme si c'était pas fini les problèmes, Adrien Rabiot qui dit au PSG, on ne m'a rien donné, on m'a pas fait de cadeau. Non, mais sincèrement, t'es sérieux? On a viré Matuidi pour toi. On a viré Sangoku. On a viré Spider-Man. T'es devenu millionnaire grâce au PSG. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Je tiens à dire officiellement, Adrien, que t'es rentré dans mon cœur. Voilà. Maintenant, t'as pris la place de Fiorez. Rendez-vous au parc. Rendez-vous au Parc des Princes. Et hier soir, grande soirée Ligue des Champions avec le Real Madrid et Mbappé qui s'est reconverti dans le breakdance. Kylian, il faut se réveiller là, Kylian. Hein. Faut se réveiller. Et petit message pour Paul Pogba. C'est bon, annule le sortilège. Passe à autre chose. C'est bon, passe à autre chose. Laisse Kylian tranquille. Sartek la nouvelle coupe, Alexis. Tu peux t'inscrire sur Tinder maintenant. Je pensais qu'il avait trouvé une transition toute faite pour évoquer Kylian Mbappé, mais non, il va pas lâcher avec ma coupe de cheveux. Non, elle est pas top, vous aimez pas? Si, moi, j'aime bien. Elle est mieux que celle de la photo. Je croyais que tu parlais de la vidéo de Younes. ouais. Elle est pas top, celle-là. Non, Ah non, je parlais de ma coupe de cheveux. On va justement, transition tout trouvé, on va évoquer le cas Kylian Mbappé avec ce titre qu'on a mis. Est-il devenu un joueur lambda? Je m'explique un petit peu. Voilà. C'est vrai que son transfert était très attendu. On attendait de voir un peu le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Et depuis certaines rencontres, en 5 rencontres de Ligue des Champions, c'est un seul petit but. C'est 2 buts sur les 10 dernières rencontres avec le Real Madrid. Il y a un petit peu cette impression, et vous me dites ce que vous en pensez, qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est un joueur qui ne fait plus forcément peur. On atteste un petit peu son duel avec le jeune défenseur Conor Bradley de Liverpool qui effectue cette saison, sa première saison en Ligue des Champions, qui découvre vraiment la plus grande des compétitions. Bobo, je te jette la patate chaude. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, Kylian Mbappé est devenu un joueur lambda? Je mets des guillemets à lambda. Ah, parce que t'es chaud là avec des questions comme ça. Lambda, non, c'est pas un joueur lambda. Après, un joueur qui traverse une mauvaise passe, qui fait un mauvais début de saison, qui a du mal à trouver ses marques, tout ce que tu veux. Mais de là à dire que c'est devenu un joueur lambda, après combien 9 Non, il a joué combien de matchs 9, 10, 12 Il a fait 12 en championnat, ou 11 en championnat, pardon, et 5 en Ligue des Champions. Il a joué une quinzaine de matchs cette saison, et de fait, ça devient un joueur lambda. Moi, je trouve ça compliqué de lui jeter la pierre comme ça. Alors, encore une fois, il fait un mauvais début de saison. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à comprendre, mais je vois bien quand même que dans des dynamiques où les choses vont pas comme tu veux et que vont pas dans le bon sens, parfois quand tu as la tête à l'envers, ça se voit sur le terrain. Ça, c'est pour avoir accompagné certains joueurs qui traversaient des fois des trucs pas cool dans leur vie. Oui, il y a des répercussions. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on t'enterre. Ça veut pas dire que t'es fini. Mais ouais, faut qu'il se bouge un petit peu. En tout cas, faut qu'il retrouve des sensations, qu'il retrouve un peu de confiance. Alors, je transforme un petit peu ma question. Jérémy. Je ne pas qu'il fasse un mauvais début de saison, par exemple. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des stats. Quand tu es attaquant au Real Madrid, tu vois, et qu'on attend plus que toi, et peut-être qu'on attendait... Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il ne fait pas un début de saison extraordinaire. Après, il est dans un Real qui ne tourne pas du tout, du tout, quoi.
Ils ont perdu Kroos. Le jeu du milieu de terrain est En fait, catastrophique. on a toutes les bonnes raisons de... Tu vois, c'est pour ça que je dis, bon, c'est un peu compliqué de l'enterrer. On a toutes les bonnes raisons de lui trouver des bonnes excuses aussi, parce que, Ouais, je sais pas. parce que le jeu, il n'est pas ouf. Mais en soi, moi, je trouve que il n'est Vin- pas au niveau de ce que j'ai vu de lui dans Vinicius est meilleur que certaines lui. saisons. Tu vois. Enfin, Enfin, c'est juste ça. Vini est plus performant que lui. Ok, il est deuxième du Ballon d'Or cette année. C'est pas étonnant non plus. Juste les gens... Enfin, je trouve que les gens, ils se régalent beaucoup trop du downfall de Mbappé. Il arrive dans un Real qui fonctionne pas, et ça fonctionne pas. Ça a beaucoup pas fonctionné l'année dernière, même s'ils ont gagné avec des champions. Bellingham, depuis le début de 2024, il est pas bon. Là, il est encore pas bon. Oui, c'est vrai. Après, si tous les Français veulent rager sur Mbappé, allez-y, mais Moi, je comprends pas. moi je le soutiens, comprends alors pas que bien je suis aussi. pas fan du mec ou du joueur, mais juste, il est français. Moi, je comprends pas bien le plaisir qu'on peut prendre à défoncer des gens. Ça, c'est un autre C'est point. très français, c'est des rageux. C'est encore un autre point, mais je trouve que encore une fois, il y a des mauvaises passes dans la vie, il y a des moments où ça va moins bien, le foot, hors du foot. Voilà. Après, s'en réjouir et kiffer défoncer les gens, moi j'avoue, je le capte pas. Et puis il faut pas oublier que c'est un joueur de l'équipe de France que j'ai envie de revoir à son meilleur niveau parce qu'il a apporté énormément à l'équipe de France, qu'il a pu faire des grosses diffs au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que lambda, je trouve que c'est le terme, il est un peu fort. Et je sais que la question était provocatrice exprès. Après, mais il y a quand même 3 sur lui pendant tout le match. Quand même. Ouais, Faut le dire. Après, sur les stats, oui, c'est vrai qu'il a des statistiques, on va dire, assez bonnes, mais je pense que lui, sur les contenus de ses matchs, je pense qu'il ne doit pas être il doit très pas kiffer, satisfait, tu vois. Mais je pense que déjà, je pense que pour qu'il se retrouve, qu'il retrouve lui son meilleur niveau footballistique, je pense que déjà, il faut qu'il se retrouve déjà humainement lui-même. Souffler un bon coup et se poser les bonnes questions et retrouver déjà son bonheur, lui, déjà humainement. Et après, dans un deuxième temps, le reste viendra tout seul. Le football viendra tout seul. Mais je pense que... Enfin, je sais pas du tout ce qui se passe dans sa vie actuellement, mais je vois un joueur, je vois un homme pas très heureux pas très épanoui et pas très heureux sur le terrain. Et c'est plus ça qui est inquiétant à la limite que ses prestations. Parce que ses prestations, on sait que c'est Kylian Mbappé. On sait que s'il retrouve une forme physique, s'il retrouve le sourire, l'envie de jouer, etc., on retrouvera Kylian Mbappé. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il se retrouve déjà, dans un premier temps, lui, humainement, retrouver une certaine paix intérieure. Et puis après, je pense que le reste viendra tout seul. Pour moi, la vraie problématique, elle est aussi sur la définition de son positionnement en termes d'image, parce que, tu vois, on avait quelque chose qui était assez clair jusqu'à 2022, jusqu'à la Coupe du Monde, où il y a une ascension qui est très graduelle et dans une évolution très positive. Et puis, l'échec un peu de la Coupe du Monde, le PSG, finalement, la saison d'après, tu vois, il va finir, dans ces 2 saisons après, il finit par annoncer qu'il ne reste pas. Enfin, et on l'a un peu perdu dans... tu vois, le modèle identificatoire qui s'était un peu construit. C'est le mec qui inspire une génération, qui est vraiment... On ne parle pas d'âge, on casse tout, on casse les codes, on peut être bon à 17 ans, être titulaire en équipe de France, au Paris Saint-Germain, viser la Ligue des Champions à 17 ans et marcher sur l'Europe et se dire, en fait, tu as quelque chose de linéaire parce que tu vas prendre de l'épaisseur médiatiquement, tu veux le brassard, tu prends le brassard, tu le mérites, c'est pas la question, je suis pas en train de dire il aurait dû ou pas, mais tu construis quelque chose qui est assez cohérent. On disait, le discours, il est nickel avec les marques, avec les tant que médias. ça fonctionne sur le terrain. Exactement. Bien sûr. Et en fait, il y a un truc à un moment, ça s'est délité, je sais pas trop comment, et puis on voit que la question du perso, quand tu as construit quelque chose et que c'était pas forcément toi à l'origine, parce que c'est aussi du market aujourd'hui, le foot, c'est aussi un truc de positionnement, tu construis ça en parallèle. Quand ça va bien sur le terrain, personne te casse la tête. Quand ça va pas bien sur le terrain, tout le monde te casse la tête et du coup, tu as un peu du mal à... Si c'est pas toi, vraiment au fond de toi, tu as un peu du mal à se dire... qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je le mets où, le curseur du gars médiatiquement où je suis ? Est-ce que je suis le leader ? Est-ce que je suis le gars qui doit se faire petit parce que j'arrive au Real ? Et en fait, je trouve que c'est aussi compliqué pour ça parce que dès qu'il ouvre la bouche, on lui tombe dessus. On dit ferme ta gueule, tu te la racontes, tu te prends pour qui ? Tu vois, c'est... Je pense que l'influence l'influence
du clan Mbappé a pris une direction depuis la Coupe du Monde 2022 qui n'était pas la même avant la Coupe du Monde 2022 sur l'orientation de sa carrière, de son image, du storytelling que tu décris, tu vois. Je pense que tout ça est parti dans un sens qui n'est pas forcément un sens qui fonctionne en France. Qui a pris trop de place. Je sais pas, mais en tout cas, en France, on n'aime pas trop ça, je pense. Et quand je dis on, c'est pas moi. Hein. C'est ce qu'on dit souvent, tu vois, il y a un truc un peu, un positionnement à l'américaine, ne serait-ce que via ce que Nike... Ouais, non, mais là, c'est plus de l'influence, mais l'influence au sens propre du terme. C'est pas la legacy, comme tu peux dire de temps en temps, tu vois. C'est plus de l'influence de pouvoir pur. Avec, je vais dire, le clan Mbappé, je m'arrête là, tu vois. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment envers les journalistes et avec les journalistes, et etc., etc., etc. Et je pense qu'ils se sont un peu trop vus, trop beaux, trop gros, tu vois. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment moins Mbappé, tu vois. Ce qui n'est pas, que dans ses performances, il est moins bon qu'avant. Ouais. Aussi, il serait aussi. Non, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que ce qu'il décrit et ce que j'essaie un peu de dire, c'est que même bon sur le terrain, il y a des gens qui peuvent plus le voir. Ouais. Tu vois, même bon sur le terrain. C'est vrai. Et c'est pas normal, ça. Qui attendent que ça qui tombe. Tu vois, c'est ça la légère différence. Mais oui, si demain il est bon sur le terrain, il ferme les bouches de tout le monde. Parce que tu vois, il y a une espèce de forme de construction de son image, comme si c'était un athlète d'un sport individuel. Tu vois, si on fait ça avec Rafa Nadal, ça pose pas de problème à personne. Ouais, c'est vrai, le fait de construire une image. C'est pour ça que je disais un peu à l'américaine avec le positionnement de Nike qui l'ont porté au nu parce qu'ils cherchent absolument un remplaçant à CR7 et qu'ils pensaient l'avoir. Faut voir, quand tu disais, j'ai pas eu la vie. Je parle pas de la carrière, la vie des top joueurs, parce qu'il faut voir ce que c'est la vie de Mbappé ou d'autres. Hein. Bah, est-ce que tu es prêt à assumer ça et tu vois, quand surtout tout le monde veut devoir tomber, parce que c'est pas très français de penser comme ça, et c'est surtout pas très sport collectif, tu vois, d'avoir ce positionnement-là à l'américaine, parce que lui, il était vraiment déjà tourné aux États-Unis pour lui tout seul, sa photo en 20 mètres par 40 sur le siège de Nike dans l'Oregon, on en est là, tu vois, donc ça fait pas forcément tourner la tête, mais ça assoit une certaine posture qui fait que c'est pas toujours à gérer, toujours facile à gérer quand ça va moins bien. Et que tout le monde, en plus, attend que tu tombes. Donc, et c'est pour ça que ce sera jamais un joueur lambda pour répondre à ta question. Pour tout ça, déjà. On conclut avec ça. Et Jérémy, j'allais te demander qu'est-ce qu'il devait faire, Kylian, mais t'as un peu répondu, t'as dit il devrait se recentrer sur lui-même. Est-ce que toi, quand tu étais joueur, on t'a un staff, un président de club ou un coach t'a déjà dit les moments où tu te sentais moins bien sur le terrain ou voilà, même à la maison, de dire écoute, prends un peu de recul, prends des vacances, repose-toi pour justement te retrouver un petit peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que c'est possible d'imaginer un club faire ça? De cette manière-là, non. Mais avec des discussions sensées, avec bien sûr des directeurs sportifs. Aujourd'hui, des psychologues. Des psychologues. C'est vrai qu'il y a des psychologues, il y en a de plus en plus d'ailleurs. C'est très bien d'ailleurs, faut le dire. Mais je l'ai déjà raconté. Après, une fois j'ai pris un rouge, Ancelotti m'a dit vas-y, pars 3-4 jours. Tu vois, mais ça c'est des petits gestes. Ça paraît banal, mais ça a tellement d'importance pour un joueur, tu vois. Ça a tellement d'importance que toi, que tu rentres de ces 3-4 jours, tu as envie de te donner à fond pour ton coach, tu vois. C'est des petits gestes comme ça qui sont super importants. Je me permets de relancer sur la question du psychologue parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y en a. Mais il y a une défiance quand même en général envers la psychologie et l'accompagnement psychologique des gens dans la société en général. Je ne parle pas forcément que des sportifs. Encore plus dans le sport. Mais encore plus dans le sport. Dans la performance. Où tu te dis, tu sais, quand généralement on te dit peut-être faut parler au psy, etc. Je dis je suis pas fou. C'est la réponse des gens dans la société en général. Comment c'est perçu dans le foot, tu vois, parce que quand on a 18, 19, 20 ans et qu'on nous dit va voir le psy si ça va pas. Je pense que la plupart des gamins, des grands gamins maintenant à 18-19 ans, mais tu vois, la première des réactions, c'est de dire moi je suis, faut le dire, moi, je suis pas fou. Dans les quartiers en plus. Non, mais je pense que c'est une question d'âge. Quand tu es plus jeune, tu vas pas trop, et à un certain âge, tu t'arrives à être... Non, mais je pense que déjà ta cogite, c'est pas du tout la même à 18, 19 ans qu'à 30 ans. Par exemple, moi, à 18 ans, tu m'aurais dit aller voir un psychologue, je t'aurais dit jamais de la vie. Si aujourd'hui, pour X raisons, on pourrait... J'y réfléchirais, je dis pourquoi pas, est-ce que j'en ai même vraiment à 27, besoin tu l'aurais... Parce que des fois, à 27... Après, j'en ai 37 aujourd'hui. Ouais, mais c'est pour ça. Après, il y a beaucoup de choses quand t'es jeune, tu te dis, ah non, je suis pas fou, etc. Et puis, tu vois, avec l'âge, la maturité, ça etc. dépend des joueurs. T'as des joueurs plus matures que d'autres. Ouais, déjà, t'as des joueurs plus matures que d'autres. Enfin, après, ça dépend, je pense que ça dépend, c'est chacun propre à lui-même. Hein. Parce que dans l'approche entre
la préparation mentale et les psychologues, c'est encore même deux chemins différents. Tu vois, il y a de la préparation mentale dans les clubs. Là, on sait que les athlètes, les joueurs, les joueuses, n'ont pas trop de problèmes pour aller voir le prépa mental, parce que tu reviens sur des process qui arrivent en match, de comment tu te déconcentres pas, comment tu perds pas le fil, comment tu perds pas la confiance, etc. Plutôt avec des petites techniques. Psy, c'est généralement, tu vas un peu plus au fond des choses. Et c'est vrai qu'il faut se livrer. Et quand tu es dans un monde où tu dois en permanence affirmer que tu n'as pas de faille, que tout va bien, parce que c'est aussi ça qu'on vous demande et qui est hyper compliqué. On en avait parlé quand tu étais venu la première fois sur le côté, on vous met sur un piédestal. C'est hyper lourd à porter. Et là, quand on va traiter ces sujets-là, c'est des sujets qui sont beaucoup plus profonds, tu vois, qui sont pas juste qu'on n'ouvre pas une porte et on s'assoit et on va raconter sa vie. On a nos traumas, nos trucs. Donc, tu vois, les psychologues aujourd'hui, je sais pas comment ça... Une fois, les Américains ont tout compris parce que t'as une cellule psychologique dès la fac, tu vois, dès la cellule sportive à la fac à 18 ans là-bas, tu vois. Mais tu vois, dans tous les staffs universitaires, il y a des cellules psychologiques. Je pense que quand tu commences jeune, tu vois, c'est une toute autre approche. Si tu commences à 13-14 ans, tu vois, d'avoir quelqu'un au centre en préfo ou en formation, bien sûr. ou tu vois, qui t'accompagne, quand tu as 18-20 ans, tu as un peu l'habitude, tu sais que c'est pas pour les fous, tu sais que c'est pas parce que tu as un problème particulier. Non, bien sûr. Après, je pense que c'est moins tabou qu'il y a 10-15 ans quand même. Oui, ça se démocratise beaucoup. Parce que tu as beaucoup d'anciens aussi comme vous, tu vois, comme nous, Thierry Henry qui le disait il n'y a pas très longtemps, enfin qu'on parle même assez régulièrement. Et je pense que ça, du coup, pour les jeunes générations, c'est quelque chose qui vient valider le fait que ça soit une bonne chose. Mais ça passe par de la cooptation, que les anciens puissent dire, si les gars, faites-le, parce qu'en vrai, ça peut changer la donne à des périodes de votre vie et de votre carrière. Non, c'est sûr. Après, c'est sûr que ça peut servir pendant la carrière, mais aussi après la carrière, pour les gens qui sont... Il y a des joueurs qui peuvent être... ou des sportifs en général qui peuvent être en difficulté et tout. Donc, même après la carrière, ça peut être intéressant aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reportages où justement... Oui, voilà, j'allais dire des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs où au moment de la retraite, vivaient ça un peu comme une petite mort. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et pas du tout prendre Mais après, pour finir avec Mbappé, on lui a donné ce temps-là récemment. Didier Deschamps lui a dit, tu viens pas en sélection, prends du temps pour toi. C'est ça qui a été dit, officiellement même. Donc on lui a posé la question, pourquoi il l'avait pas pris ? Il a besoin de temps. Qu'il se repose. On se souvient quand, après la finale, 2 jours après, il est parti à l'entraînement. On s'est dit, à ce moment-là, à un moment donné, il va péter un plomb. Enfin, je sais plus comment on l'avait dit, ou tout le monde l'avait dit. Il va s'effondrer. Mais voilà, à un moment donné. Psychiquement, tu vois, c'est dur de supporter ça. C'est un homme. Tu vois, je prenais l'exemple la dernière fois des rugbyman où les mecs, quand ils font 3 mois de pause après les Jeux ou après la Coupe du Monde, personne qui vient. Antoine, il a fait 3 mois de pause et il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Le gars, il est meilleur joueur du monde de rugby. Personne ne vient le faire chier parce qu'il prend 3 mois après avoir enchaîné finale du top 14, finale de la Coupe d'Europe, finale des JO, et il avait fait la Coupe du Monde au mois d'octobre l'année d'avant. Il prend 3 mois, mais les gens disent c'est OK. T'as pas les mêmes contrats dans non, mais c'est exact. Non, mais on compare pas, mais je veux dire que dans la perception des gens, c'est pas grave en fait, c'est normal de laisser les gens relâcher la pression. Même moi j'avais un œil un peu, j'avais un point de vue un peu comme ça moi au début, d'aller voir un psychologue, mais non c'est pas pour moi, c'est pour les, façon de parler, c'est pour les fous, les autres, etc. Mais moi j'avais cette approche là au début. Puis après, je suis jamais parti voir un psychologue, mais j'ai moins tu vois, cette idée là maintenant aujourd'hui qu'auparavant quoi. La santé mentale, c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui concerne encore plus les sportifs de haut niveau. Voilà. Le Real Madrid, donc avec Kylian Mbappé, parce que de base, on est quand même là pour parler football, même si la santé mentale, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. On en parle souvent. Le Real Madrid, donc, qui est tombé sur un très, très grand Liverpool, les hommes d'Arne Slot. Je ne sais jamais si je le dis bien, Arne Slot. C'est pas facile à dire, en vrai. Alors, Slot, c'est pas pareil. Non, Slot. J'ai bien dit Slot. Okay. Je sais. Slot, je parle un petit peu américain, je connais un peu. Je préfère les slots. Liverpool qui est donc seul leader de cette Ligue des Champions, nouveau format avec 5 victoires en 5 rencontres avant de terminer l'émission. Bon, tu veux savoir quoi ? Non, voilà. Est-ce que votre équipe coup de cœur pour l'instant depuis le début de cette saison de Ligue des Champions et puis aussi votre favori? Bon, on est encore un petit peu au début, même si on a passé le mi-parcours. Mais voilà, il y a quand même des équipes qui sont un petit peu mises. J'adore l'Atalanta. l'Atalanta. Ederson ne jouait pas sur ce match, mais Ederson est un milieu de terrain box-to-box. Donc ça, c'est ton coup de cœur, l'Atalanta. Ouais, j'aime beaucoup l'Atalanta. Ah bah tiens, voilà. Ouais, avec des Keteler. En revanche, je ne crois pas du tout en Retegui, c'est pour ça que ça
C'est Qui est meilleur buteur de la Serie A. qui est meilleur pour buteur de la l'instant. Serie A, qui est en train Ouais, d'exploser. Moi, j'y croyais pas à ce niveau-là, en tout cas. Alors, tant mieux pour lui, parce que il paraît que c'est un très bon mec. Ederson, milieu de terrain fantastique. Bon, Lookman, on le connaît, il y a plein de joueurs qu'on connaît. Mais Donc, Atalanta, encore coup de un vent de cœur. fraîcheur, tu vois, italien qui arrive, quoi. Et un petit favori. Qui tu vois aller au bout pour l'instant, au vu de ce qu'on a vu Le Paris Saint-Germain. Non, Liverpool, Liverpool est la meilleure équipe d'Europe en ce moment, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la même dans 8 mois, quoi. Ok. Jérôme, je te laisse un peu réfléchir. Bobo, coup de cœur et favori. À pour mon cette coup de Ligue des cœur, Champions. c'était le Sporting jusqu'au départ d'Amorim, donc on va voir comment il digère ça. Pour l'instant, pas très bien. Ça va être compliqué, là, je pense. Mais... Mais du coup, non, mais j'aimais bien, j'avais bien aimé le début de saison. Après, Liverpool, j'en parlais la dernière fois sur la Première Ligue en disant que j'avais pris beaucoup de plaisir à regarder Liverpool. Donc, a fortiori, hier soir, ça renforce aussi encore cette idée-là, qu'il y a des joueurs un peu cool, t'as des jeunes, ils sortent des jeunes Anglais qui sont assez intéressants, McAllister qui font encore un bon match. Donc, on a... Toi, c'est Lille, hein, j'imagine. On a une bonne équipe. Lille et l'Inter, j'aime bien. Ouais. Ouais, Il y a l'Inter. une bonne équipe. Avec... Original, l'Inter. Il est fan de l'Inter. Alors, Ouais, j'aime beaucoup. Bah ouais, désolé. ça fait plaisir, en plus. Je suis parisien, je suis pas milanais. de toute façon. Ouais, ça va. Mais il te manque un troisième club en Italie. Voilà, c'était ça. C'était peut-être l'Inter Milan. Donc, ouais, Liverpool en favori. En favori, j'en sais. Moi, c'est toujours un peu compliqué de me projeter maintenant. Mais tu sais quoi, on pourrait dire le Barça en favori parce que je les trouve hyper cohérents. Le match qu'ils font. Alors après, tu vois. Tu vois, je trouve que Lewandowski l'an dernier, que j'avais trouvé un peu poussif, tu vois, un peu du mal à trouver ses marques. Là, je trouve que son jeu, que ce soit dos au but ou face au but, c'est qu'il est hyper impressionnant. Il fait jouer les autres, etc. Et que même des gars comme Rafinha, que j'aime, tu vois, que je trouve un peu, que je trouvais en deçà, ils sont mis au niveau. Enfin, tu vois, Dani Olmo, il y a des, ça pourrait être une surprise. J'en voulais la dernière. Je réclamais Dani Olmo au PSG. trop fort. Ouais, il est bon, j'aime bien moi aussi. En fait, c'est la transition qui manque, tu vois. Mais bon, bref. Un espèce de petit De Bruyne, mais au PSG. Hein. Un peu. C'est bon, c'est compris. Tu l'as, maintenant. Et toi, Jérôme? Moi, mon petit coup de cœur, ça sera Lille. Hein. Franchement, Lille, parce que j'aime beaucoup la fraîcheur qu'ils ont amenée dans cette Ligue des Champions. Ils ont joué sans retenue, sans peur. Et donc, non, j'ai bien aimé cette équipe lilloise. Et puis moi, mon favori, je dirais Barcelone, parce que j'ai l'impression que c'est une équipe différente par rapport à l'année dernière. Ouais. On retrouve un Lewandowski presque comme à l'époque du Bayern, à son meilleur niveau. Et puis notamment l'arrivée d'Olmo aussi qui a fait beaucoup de bien. On a retrouvé un Pedri aussi en début de saison qui était pas mal. Et l'avènement de Yamal. J'allais venir. Et puis continue à Lamal marcher qui sur l'eau. confirme ce qu'il a fait de très très bien l'année dernière. Donc j'étais assez mitigé avec l'arrivée de l'entraîneur allemand. Et au final, franchement, bravo. Mais tu vois, j'avais vu un truc sur leur méthode d'entraînement au départ. Tout le monde a halluciné un peu sur certains exercices qu'ils font avec des élastiques, je sais pas quoi. Force est de constater qu'il y a des trucs qui ont l'air de marcher, en tout cas. Enfin, surtout le contraste Allemagne-Espagne. Ouais, c'était pas gagné quand même dans l'absolu. Mais le Barça, c'est vrai. Et puis qui a fait de Jules Koundé un des meilleurs joueurs du Barça. Oui, et un des attention meilleurs le défenseurs. week-end dernier. Oui, mais bon, en tout cas. Regardez, faut On n'a regarder pas tous le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'erreur. Regardez tous les matchs. Avec Joe, laisse Il tomber. faut tout regarder. Moi, quand je fais une mauvaise émission, Que il me ce défonce soit derrière. une émission, un match, une coupe de cheveux, tu peux être sûr qu'il t'a dans le viseur. Bon. Merci en tout cas, les gars, pour cette émission. C'était très cool. Attends. Merci. J'ai Qu'est-ce qu'il y pas a dit. J'ai reçu un message du ministre des Sports. Gilles Averroux. Oui. Ok. Gilles Alors, Averroux explique-nous pourquoi. viendra faire une émission avec nous pour essayer de résoudre le problème des interdictions de supporters en France, enfin de déplacement de supporters en France. Là, il y a encore eu pour PSG Nantes, interdiction de déplacement des supporters nantais. Quand même. Parce qu'il y a eu aussi pour le Classico aussi. Moi, je vais le coincer pour parler du développement du football féminin. Voilà. Eh bien, écoutez, Bobo ne sera pas là. Ok, est-ce qu'il a donné une date? Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. Donc voilà, le ministre des Ils font Sports, une Gilles Averroux, réunion sera avec nous. très importante le 12 décembre avec les associations de supporters. Ok. Après qu'on ait râlé sur la zone, je le dis. Voilà, on va communiquer avec eux dans les jours qui viennent avec directement le ministre des Sports. Et il nous a dit qu'il viendrait après cette réunion-là, donc j'imagine le 15, 16,
décembre ou par là, quoi. C'est quand même extra. Ou alors après les vacances de Noël, parce que nous partons en vacances. On a le droit, voilà. Donc on aura Jérémy Ça nous Ménez, arrive de temps en temps. Gilles Averroux, qui manque Macron, ou Obama peut-être, un des deux. Ouais, alors, je sais pas qui pourrait faire le troisième. J'aimerais bien Snoop, tu vois. Snoop, qui pour moi est l'homme de l'année 2024. Ouais, on arrive un peu tard, hein. Il était là il y a quelques mois, mais là je pense Est-ce que ça. qu'avant de partir, on a un débrief des vacances de Jérémy avec Mamadou Sakho À Dubaï Ah oui, c'est Franchement, Parce qu'on a vu Mevlout avant qu'il parte. Donc, eh ben franchement, j'ai pas kiffé spécialement Dubaï. Ouais. Franchement, Surtout la soirée de Mamadou que t'as pas aimé. C'est ça non, que- non, parce que tu disais en off. non, ça. alors, Tu disais Mamadou, par contre, non, hier, alors, il peut le voir, il a franchement, changé. non, j'ai pas kiffé spécialement Dubaï, honnêtement. Je suis allé pour l'événement C'était la à première Mamadou. Non, c'était ma deuxième fois, mais j'étais allé il y a 10 ans de ça, quand j'étais au PSG. Donc ça a bien changé depuis. Ouais. Mais non, après l'événement à Mamadou était très sympa. Ça m'a permis de revoir plein de gens que j'avais pas vus depuis un certain temps. Donc non, c'était cool. En plus, Mev aussi, on a pu passer 3-4 jours ensemble. Franchement, ça nous a J'ai fait vu, grave vous du avez bien. passé Non, c'était beaucoup cool. de temps Ouais. ensemble. Ouais, c'était cool. Et mais sinon, non, Dubaï, j'ai pas. Je suis jamais allé, mais Ouais, ça m'attire pas plus que franchement, ça. tu vois, pour l'instant, non, je sais pas, j'y retournerai pas pour l'instant. J'ai un ami qui y vit, il m'invite depuis 4 ans. Je te suis un sens. peu. Non, je pas le temps. Ça m'attire pas du tout. Ouais, moi non plus. Franchement, il n'y a pas ma petite boulangerie, mon petit café, mes petits trucs comme ça. Et... Ah oui, c'est l'artificiel par excellence, quoi. Voilà. C'est pas ce qui nous Non, on aime. moi, Voilà. je suis pas fan. Et puis les gens devraient savoir Alors, que des Jérémy croissants Ménez le est matin. quelqu'un de très simple, qui n'a pas besoin de paillettes ou de choses Non, comme franchement, ça. Juste l'odeur des On fera croissants une le petite matin. rubrique, voilà, les bons coups de Jérémy Ménez pour partir en vacances. Voilà, le carnet de voyage. Voilà, le guide du routard. Bon, merci. Thaïlande. Ah, J'aimerais bien faire la Thaïlande. T'as pas fait? Non, j'ai pas fait. Ah, Il va bah nous ouais. faire un vlog. Vietnam, c'est imbattable, fait aussi Vietnam. Bon, Ah ouais on va arrêter tout de moi, suite. j'ai Là, fait ils vont se l'Asie, si raconter tu veux. leurs vacances. Jérémy va nous faire un ça vlog s'appelle bientôt pour ses Ah ouais prochaines vacances. Merci à tous les trois. Merci à vous, bien sûr. Continuez de nous suivre sur tous les réseaux sociaux et puis sur YouTube. On s'abonne, on active la cloche et on se retrouve très bientôt sur la zone. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.